Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme hier Raymond Barre, François Mitterrand sera ce soir l'invité de ce journal un peu exceptionnel. Nous y parlerons du retour à New York d'un Kurt Waldheim humilié au cours de sa visite à Téhéran. Nous y parlerons aussi des nouveaux développements de la situation en Afghanistan, de l'instabilité du marché de l'or. Le Napoléon s'est effondré aujourd'hui à Paris et des suites de l'incident de La Hague. Mais avant toute chose, je voudrais vous livrer cette information que nous venons d'apprendre, qui n'a bien sûr pas d'incidence sur l'équilibre du monde, mais qui, je crois, fera beaucoup de peine à tous ceux qui avaient assisté à nos dossiers de l'écran mardi dernier. C'était un débat consacré, je pense que vous vous en souvenez, aux droits de l'animal. Une femme avait fait grande impression, Joy Adamson, 70 ans, qui toute sa vie avait milité pour que les animaux puissent vivre en liberté, notamment les animaux les plus dangereux, les lions par exemple. Eh bien hier, elle a été tuée sur les pentes du mont Kenya par un lion précisément. Terrible destin, inscrit peut-être dans cet ultime message qu'elle adressait mardi dernier aux téléspectateurs d'Antenne 2. L'instinct de chasse, lui, se développe presque à la naissance du lion, mais l'instinct de tuer n'apparaît que vers 18 mois. Le lion est alors très puissant, très fort, mais il lui faut encore 4 mois pour atteindre vraiment la plénitude de ses moyens. Et entre le moment où sa mère le protège et où il devient capable de chasser pour lui-même, il s'écoule donc 4 mois difficiles. Tourné il y a 8 ans au Kenya, ce film montre Joy Adamson en compagnie d'Elsa, sa lionne préférée, l'héroïne du film des dossiers de l'écran de mardi dernier. Le drame s'est produit dans la même région, sur les pentes du mont Kenya, au moment où Joy Adamson, qui étudiait la vie des guépards, a voulu s'approcher d'un lion qui chassait un buffle. Une imprudence étonnante de la part de cette femme qui a vécu 45 ans dans les réserves du Kenya et écrit plusieurs livres, dont un best-seller sur les lions et les lionnes, Vivre libre. Les vœux de Valéry Giscard d'Estaing aux journalistes cet après-midi. Le président a parlé de son programme de voyage pour 80. Il visitera les 2 pays les plus peuplés du monde, l'Inde fin janvier et la Chine en octobre. Il ira également dans les pays du Golfe Persique et en Jordanie en mars, en Finlande en juillet et à une date encore indéterminée au Sénégal et au Libéria. Et il publiera dans le courant de l'année un supplément à Démocratie française. Enfin, il a annoncé le prochain départ de son porte-parole, Pierre Hintz, nommé dans une grande ambassade, peut-être Tunis. Et puis, il a commenté l'actualité la plus récente en manifestant une certaine inquiétude à propos de l'accueil qu'a reçu Kurt Waldheim en Iran. Un Kurt Waldheim humilié qui a en effet regagné tout à l'heure New York au terme d'une mission ratée. 8 heures à l'aéroport de Téhéran ce matin, Kurt Waldheim, le secrétaire général des Nations Unies, quitte l'Iran. Près de lui, le ministre iranien des Affaires étrangères, Sadegh Gobzadeh, qui poliment le raccompagne, a l'air plutôt gêné. Kurt Waldheim s'en va en claquant la porte d'une façon diplomatique. Il s'en va, dit-il, pour assister à la préparation de la réunion du Conseil de sécurité sur l'Afghanistan. Après 3 jours passés en Iran, 3 jours pendant lesquels il a été constamment injurié par la foule, vilipendé par la presse iranienne, Khomeini ayant refusé de le recevoir, pour M. Waldheim, l'échec semble flagrant. C'est presque l'humiliation. Arrivé à Zurich, quelques heures plus tard, il déclare « On ne sait pas très bien à qui appartient le pouvoir. Le Conseil de la Révolution, les étudiants, l'ayatollah Khomeini, ils sont en désaccord, la situation est incertaine », conclut M. Waldheim, qui dira plus tard avoir reçu des Iraniens des propositions qu'on ne peut pas divulguer pour le moment. Peut-être bien une façon élégante de dissimuler son échec. Bon, en effet, les entretiens de Kurt Waldheim ne pouvaient guère être couronnés de succès quand on sait les difficultés qui se hérissent entre les 3 principaux pôles du pouvoir à Téhéran, les étudiants, donc l'ayatollah Khomeini et puis le ministre des Affaires étrangères, Sadegh Gobzadeh. Encore que ces difficultés soient un petit peu gonflées par la presse américaine. En revanche, de nouveaux affrontements entre les partisans de l'ayatollah Shariat Madari et ceux de l'ayatollah Khomeini. Nous rejoignons Jacques Abouchar en Iran. Décidément, il s'agissait bien d'une mission impossible pour Kurt Waldheim. Il est reparti les mains vides, au petit jour, en laissant le soin à ses porte-paroles d'expliquer à la presse que les quelques heures d'entretien avec les responsables iraniens avaient été constructives. La réalité est différente. Les Iraniens ont déclaré crûment à M. Waldheim qu'il ne serait pas reçu par Khomeini et que le retour du Shah à Téhéran demeurait la clé de voûte de toute solution au problème des otages. Khomeini a d'ailleurs bien d'autres soucis.
Dans sa ville de Qom, on s'est battu à coups de bâton et de gourdin. D'un côté, 5000 partisans de Shariat Madari, lui aussi ayatollah vedette en Iran, et de l'autre, 15 000 supporters de Khomeini. Les partisans de Shariat Madari, arrivés de l'Azerbaïdjan, cette province proche de l'URSS, qui s'est déjà soulevée il y a quelques semaines. L'agitation y reprend alors que le Kurdistan iranien s'installe dans la dissidence. Situation très délicate également, non loin de là, en Afghanistan. Les troupes soviétiques se heurtent à de nombreux foyers de résistance, malgré une intervention énergique. Énergique, et je crois le mot qui convient, on vient d'apprendre que toute la famille du président déchu, le président Amin, avait été exterminée, toute sa famille, c'est-à-dire les 4 femmes du président et ses 24 enfants. Pendant ce temps, le nouveau président, Babrak Karmel, faisait l'éloge de la politique étrangère de l'URSS. Son ministre des Affaires étrangères, qui est en ce moment à Moscou, avant de se rendre à l'ONU, s'est d'ailleurs entretenu avec Andrei Gromyko, son homologue soviétique. Tout cela a amené un certain nombre de responsables à agiter récemment le risque de guerre. Alors François Mitterrand, vous qui êtes notre invité à ce stade du journal, la paix ou la guerre, est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que cette dramatisation vous paraît artificielle ou fondamentale? Que la situation soit sérieuse, ça tombe sous le sens. Que quelqu'un, ou plutôt que l'une des grandes puissances, veuille faire la guerre, je ne crois pas. Ce n'est pas un argument suffisant, bien entendu. Car comme l'un et l'autre savent que l'autre ou l'un ne veulent pas faire la guerre, chacun pousse ses pions, comme s'il était garanti à l'avance, en raison même de l'ampleur du désastre que signifierait une guerre atomique. Seulement voilà, la boule échappe des mains. Parfois, on l'a vu en 1914. Voilà pourquoi on doit considérer la situation comme grave, mais on ne doit pas tomber dans l'excès alarmiste. Car les responsables du monde qui peuvent faire la guerre ne le voulant pas, ils peuvent encore, il faut que nous les y aidions. Nous, les Français, les responsables de la politique française, il faut qu'ils ne le puissent pas. Donc le chef de l'État a tort d'agiter ce risque de guerre? Je ne cherche pas à engager une polémique de caractère intérieur dans cette affaire. J'ai beaucoup de choses à dire et à redire sur la politique du gouvernement de M. Barre et sur la politique du président de la République, mais ce n'est pas le moment. Pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas réagir autrement qu'en condamnant tout ce qui manque aux principes sur lesquels est fondée la société internationale. Voyez-vous, quand on cherche son devoir, ça arrive, hein, on s'interroge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner aux principes les plus simples. C'est vrai dans la vie privée, c'est vrai dans la vie publique. Et le principe tout simple qui préside à la société internationale dans laquelle nous vivons, c'est le droit de chaque peuple à disposer de lui-même, sans être soumis à la violence ou à l'intervention militaire, de plus fort que lui. L'invasion militaire de l'Union soviétique en Afghanistan n'est donc pas acceptable. Seulement, on doit s'interroger à cet égard et se demander, mais pourquoi? Car après tout, l'Union soviétique contrôlait déjà l'Afghanistan. Engager une action de ce genre, c'est remettre en cause d'abord peut-être 10 ans d'histoire passée, c'est en fait placer l'Union soviétique dans la situation où se sont trouvés les États-Unis d'Amérique il n'y a pas si longtemps, notamment au Vietnam ou au Cambodge. C'est en même temps créer un problème entre le Nord communiste et le Sud tiers-monde, avec le monde musulman. Beaucoup plus qu'un problème immédiat Est-Ouest. Voilà pourquoi je ne comprends pas encore, dans l'état de mes informations, les raisons qui ont pu pousser l'Union soviétique à cette action qui me paraît, je m'exprime, je le répète, comme quelqu'un qui réfléchit sans avoir les données du problème, toutes les données du problème, qui me paraît une faute. Mais faute ou pas, cela doit être condamné. Mais à partir de là, est-ce que cela doit être condamné de telle sorte que chacun monte un degré dans l'échelle? Quel est le point limite à partir duquel on sait que l'on n'accepte pas la force et le moment où soi-même on ajoute à l'épreuve de force un élément tel que cela doive déboucher sur la guerre? Je pense que les chemins de la paix peuvent se trouver, mais ils obligeront
tous les responsables du monde à repenser les bases de la société internationale qui a été fondée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Monsieur Mitterrand, que pensez-vous de la position du Parti communiste français sur ce qui se passe en Afghanistan? Et vous voulez me ramener... Non, mais estimez-vous qu'il s'aligne sur l'Union soviétique ou pas? Je considère que ce problème sur lequel je vais m'exprimer, puisque vous me posez la question, je ne m'évaderai pas. Je n'ai pas de raison d'ailleurs. Mais je pense que ce serait peut-être plus intéressant de continuer l'analyse que nous pourrions faire ensemble de la situation internationale. Mais je ne veux pas m'évader. J'ai lu, comme vous-même, la position du Parti communiste espagnol, par exemple, qui condamne, j'ai dit tout à l'heure, quand on hésitait sur son devoir, la ligne la plus claire, c'est de rechercher les principes simples. Le Parti communiste espagnol dit pas d'intervention militaire, on met en jeu la paix, la détente et on attend à l'indépendance d'un peuple. Le Parti communiste italien, avec peut-être un peu moins de clarté, mais tout de même, est allé dans le même sens. Je pense que le Parti communiste français, en ne le faisant pas, manque aux principes sur lesquels nous avons fondé la démocratie, à l'intérieur de notre pays et entre les peuples. Est-ce que tous ces événements récents compromettent votre prochain voyage en URSS? Je ne suis en rien mêlé à ces événements récents. Et je ne pense pas qu'il soit sage pour la France, disant ce qu'elle a à dire, pour autant de rompre ses relations avec l'Union soviétique. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il faille mêler de trop près les problèmes qui se passent en Asie centrale avec les problèmes propres aux relations des deux blocs militaires d'Est et d'Ouest qui se partagent l'Europe. Donc cela n'a rien à voir avec le sujet. Bien entendu, si j'allais à Moscou et si je m'entretenais comme c'est prévu avec les responsables soviétiques, je leur parlerai un langage aussi clair que celui que j'emploie aujourd'hui devant vous. Alors, puisque nous parlons de l'état du monde, on dit que le monde est en partie déstabilisé en raison de la faiblesse des États-Unis. Quel jugement vous portez sur le président Carter? La faiblesse des États-Unis, bon, leur manque d'engagement, entendu, il est à partir de Watergate et de sorte d'interrègne qui a correspondu à la présidence de M. Ford, le déclenchement des affaires du Portugal, vous vous souvenez, et puis le formidable contentieux né de la guerre du Vietnam et de la guerre du Cambodge. Les États-Unis ont traversé une phase où leur faiblesse n'était pas simplement politique et militaire, mais morale. Et quand on songe à ce que représente dans l'histoire du monde contemporain la présence des États-Unis animée par une certaine philosophie de la vie, une certaine morale de l'histoire, on mesure la déchéance de ce grand pays, que je regrette, bien entendu. N'est-ce pas parce que leurs dirigeants sont fragiles? Et j'allais juger, en tout cas, ils n'ont pas su mener les destins de leur peuple dans la ligne de leur histoire. Cela paraît évident. Et que la Russie soviétique ait mesuré cette faiblesse et en ait profité, je le crois ou je le crains. Mais comme la Russie soviétique ne peut pas aller beaucoup plus loin, qu'il n'est pas question pour elle, bien qu'elle tienne déjà le Yémen du Sud, bien qu'elle tienne déjà un certain poste en Éthiopie, bien qu'elle barre le sud de la mer Rouge, donc le nord-ouest de l'océan Indien, bien que l'Afghanistan ne touche pas la mer, enfin soit comme une sorte d'avancée vers l'océan Indien de l'autre côté, je ne pense pas Vous ne croyez pas qu'ils envahiront le Pakistan? Je ne pense pas que l'Union soviétique veuille la guerre. Cela serait contraire à tout ce qui a été accompli par M. Brejnev. Simplement, il prend des risques et il n'a pas le droit de les prendre. M. Mitterrand, le président de la République vous a adressé une lettre. Est-ce que dans une situation de crise grave, vous accepteriez de faire partie un petit peu de cette équipe de France dont il parlait avant-hier dans ses vœux? Sur l'équipe de France, c'est un peu un rapt du vocabulaire. Il y a la France, l'équipe de France, elle est constituée par les 53 millions de Français. Disons l'appel à l'unité des forces politiques du pays. Bon, oui, j'entends bien, mais le consensus, ça ne veut rien dire si cela ne repose pas sur une politique capable de répondre aux aspirations de la majorité des Français. Or, dans un pays d'inégalité, d'injustice, marqué notamment par la discussion sur le budget actuel, par les misérables mesures qui viennent d'être prises, le milliard et demi, bien entendu, c'est une bonne chose que ce milliard et demi soit aujourd'hui sous forme de 150 francs par mois, pour un seul mois, en compensation de hausses qui, elles, dureront indéfiniment, le cas échéant en s'aggravant. Tout ça, cette politique de fiction, d'apparence, je dirais même de poudre aux yeux, ne peut pas inciter un responsable politique, comme je le suis, premier secrétaire du Parti socialiste, représentant des forces populaires, ne peut pas me faire engager dans une discussion sérieuse sur ce fameux consensus. Non, ce n'est pas possible, simplement, lorsqu'il s'agit des intérêts vitaux de la France, pays
sur la surface de la Terre, parmi tant d'autres puissances, mêlées aux conflits, au désordre qui occupe à l'heure actuelle le monde, bien entendu, ces intérêts vitaux non seulement nous autorisent, mais nous obligent à débattre et à discuter, à dire ce que l'on pense aux responsables des affaires publiques. Et c'est dans quel esprit alors que vous vous rendrez à l'Élysée? Mais nous n'en sommes pas là. Le président de la République a parlé un peu conditionnel en disant si les choses s'aggravaient, à lui de prendre les initiatives. Le Parti socialiste a déjà déclaré que notre analyse à nous était que la situation était suffisamment grave pour que nous acceptions de parler, ce qui ne veut pas dire que nous soyons prêts à consentir aux décisions qui seront prises. Nous sommes en démocratie. Il y a maintenant 18 mois, nous avons pris cette position. Nous ne sommes pas prêts d'y revenir. Monsieur Barr a dit hier soir, j'affronte les réalités et les autres parlent. Alors, il y a un choc pétrolier, estimez-vous qu'il est grave ou non? Mais non, monsieur Barr n'affronte pas les réalités comme il conviendrait de les affronter. Ce n'est pas exact. Ça aussi, c'est la façade. Voyez par exemple le budget. Vous savez que le budget, à la suite d'événements ubuesques, dont la responsabilité incombe entièrement au gouvernement. Vous savez que le budget, il faut le reprendre, là, dans une session extraordinaire qui va commencer lundi prochain. Eh bien, ce budget, vous imaginez, n'importe quel homme ou femme de bon sens, imagine qu'avec tout ce qui s'est passé au cours de ces 6 derniers mois, avec tout ce qui se passe actuellement, le train de hausse formidable, l'augmentation du pétrole, les données sur lesquelles on l'a établi au mois de septembre dernier ne sont plus les mêmes. Eh bien, M. Barr, au nom du réalisme, ne veut pas changer un iota, alors que le Parti socialiste lui demande, au projet tel qu'il a été établi au mois de septembre. Et nous sommes déjà au mois de janvier. Et il n'entrera en vigueur qu'au mois de février, pour peu que ça marche bien. Je veux dire, pour peu qu'il aboutisse à obtenir un vote favorable. Bon, alors je dis que M. Barr n'est pas aussi réaliste qu'il le paraît. De plus, je pense que la nécessité d'aujourd'hui, elle devrait être une nécessité permanente de l'histoire, en démocratie, c'est d'expliquer et de faire comprendre honnêtement à ceux à qui on s'adresse, aux Français, la réalité des problèmes. Et parler du pétrole comme on le fait. Bien entendu, le pétrole avec 100 milliards... C'est tout de même un choc. C'est un choc, bien entendu. Mais s'abriter derrière ce seul argument pour tenter d'expliquer l'échec de la politique économique du gouvernement, c'est tromper les Français. C'est tromper d'abord les Français sur l'explication. Songez qu'à l'heure actuelle, lorsque un consommateur automobiliste va prendre 1 litre de super à la pompe, il va payer maintenant 19 centimes de plus que les 3 francs 0,5 ou 6 qu'il trouvait ici ou là. Songez que sur ces 3 francs 27, 26, 27, les 2 tiers, ou presque les 2 tiers, sont constitués par des taxes que l'État impose sur le prix du pétrole. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'1 tiers qui représente l'extraction du pétrole, sa production, son transport, son raffinage, et il faut beaucoup d'opérations pour cela, le circuit commercial qui l'amène depuis le raffinage jusqu'à la vente, 1 tiers seulement. Et le 1,5 milliard que M. Barr vient de consentir aux foyers modestes et aux individus dans le besoin correspond exactement au 1,5 milliard qu'il vient de récupérer sur l'augmentation de la taxe sur le prix de l'essence aujourd'hui même. Alors je dis que ce n'est pas une épreuve de vérité que de ne pas expliquer que l'augmentation du prix du pétrole, si lourdement affectée par l'augmentation des taxes en même temps, des impôts, correspond aussi aux extraordinaires fluctuations du dollar. C'est-à-dire que les pays producteurs du pétrole sont dans une situation aussi incertaine par rapport à ce qu'ils pourront tirer en argent de leur pétrole que nous le sommes, nous, lorsque nous l'achetons. Bien ça, ce n'est jamais expliqué aux Français. Puisque nous évoquons la situation monétaire, je vais vous demander de faire, comme nous l'avons fait hier avec Raymond Barre, de regarder le petit reportage que Jean-Claude Renaud a réalisé aujourd'hui à la Bourse de Paris. Car après la folle séance d'hier, le marché de l'or est devenu bien instable, le lingot a baissé de 13%, et le Napoléon, lui, s'est littéralement effondré. Il est passé de 1130 francs à 611 francs. Ce matin, devant la bourse, les petits épargnants agglutinés devant les officines de change voulaient vendre et réaliser une plus-value, même s'ils venaient pour information. On discute. Vous discutez, mais vous attendez quelque chose quand même. Non, on attend les cours, on voit ce que ça donne. Et vous venez quoi? Vous avez vendu de Napoléon ce matin? Oui. Et maintenant, vous voulez en acheter ou en vendre? Non, mais on attend notre argent, on n'est pas payé. À midi 15, en face, les cotations commencent sur le marché de l'or de Paris. Le sous-sol de la bourse est surchauffé. Côté affluence, c'est la 3e journée historique. L'or est toujours en folie, mais à la baisse. La barre cote 71 500 francs au lieu de 83 000 hier.
Le Napoléon baisse trop vite lorsqu'il atteint 715 au lieu de 1130 hier. Le marché est suspendu pour une demi-heure. Il y a trop de vendeurs et pas assez d'acheteurs. À la reprise, on cote d'abord le lingot, 73 850 au lieu de 84 900 francs hier. En une séance, il a perdu plus d'1 million de centimes. La cotation du Napoléon sera suspendue 2 fois. À 14h41 enfin, il est coté à 611 francs, plus bas qu'avant-hier. Malgré cela, les petits épargnants qui ont fait la queue toute la journée sont toujours dehors devant le crédit de la bourse. Et ils veulent vendre. Quand la porte s'ouvre, c'est la ruée. À la caisse, les pièces d'or se changent en billets de banque, mais impossible de savoir si le petit épargnant a gagné ou perdu. C'est peut-être le silence de la journée des dupes. François Mitterrand, le Premier ministre n'avait pas été scandalisé par cette hausse de l'or, par ce mouvement. Il s'en était montré inquiet, mais pas scandalisé. Qu'est-ce que vous inspire ces événements? J'ai regardé les images là avec vous. Vous savez, c'est un monde qui m'est tout à fait étranger. Hein. Je vois ça, cette agitation, ce mouvement, et j'en suis stupéfait. Ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas, de participer. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, mais naturellement, en tant que responsable politique, je dois bien me poser quelques questions. Et je pense que le phénomène de la hausse insensée de ces derniers jours, puis je crois qu'on avait atteint 30% de plus que la valeur du métal, et la chute soudaine correspondent à des mouvements passionnels, d'inquiétude ou d'enthousiasme pour gagner de l'argent à bon compte, et que tout cela révèle un formidable désordre dans les esprits qui est tout simplement l'écho du désordre dans le monde. Bon, alors on ne veut pas philosopher longtemps là-dessus. Je n'ai rien d'autre à dire, sinon qu'il n'est pas possible de tenir de cette façon longtemps avec un or qui, montant si haut, finira par précipiter un tas de braves gens, je dirais de gens très modestes, dans une crise de leur foyer qui sera dramatique. Je crois qu'on a tort de se laisser aller à cette spéculation. François Mitterrand, une thèse dit que la crise en général sert les gouvernants en place, donc le président de la République, mais aussi d'une certaine façon vous-même au sein de votre propre parti. Ça, c'est vous qui dites ça, non? Est-ce que ce n'est pas une occasion pour vous de vous déterminer en fonction de cette élection présidentielle à laquelle tout le monde pense en France? Oui, tout le monde en parle, surtout. C'est dans 15 mois. C'est bien trop tôt d'y penser. Dans 15 mois, vous imaginez tout ce qui peut se passer d'ici là. Oui, mais les noms des futurs candidats sont sur toutes les lèvres. Maintenant, si la crise sert le gouvernement, alors on pourrait dire que le gouvernement met un malin plaisir à perpétuer la crise. Car vraiment, j'espère quand même que ce n'est pas volontaire. Dans ce cas-là, enfin, il deviendrait compétent, très compétent pour faire des crises. Mais je ne pense pas quand même qu'il s'abaisse à ce niveau pour préparer une élection présidentielle en ayant effrayé tout le monde, à la fois par la situation extérieure décrite dans des termes dramatiques et par une situation intérieure présentée de la même façon. Non, je ne crois quand même pas cela de mes adversaires politiques. Alors, vous voulez à tout prix parler de cette élection présidentielle. On a le temps, on a le temps. Quel sera le candidat socialiste en 80 vous le saurez, moi aussi, on l'apprendra le jour où ce sera décidé. Moi, je n'en sais rien non plus. Mais vous avez libéré Michel Rocard de sa promesse, vous avez demandé de se déterminer, il ne vous a pas écouté apparemment, Non, c'est pas du tout ça, vous m'avez mal écouté. À compter du moment où un de mes camarades du Parti Socialiste déclare qu'il ne présentera pas sa candidature contre moi, ou avant que je ne me sois prononcé, n'ayant pas l'intention de m'engager dans cette bataille présidentielle à 16 mois de distance, comme si la France n'avait pas autre chose à faire, et on vient d'en parler maintenant depuis 10 minutes à 12 minutes, comme si la France n'avait pas autre chose à faire sur le plan national et international, avec la crise des foyers, avec la difficulté de chaque ménage pour finir son mois, avec le nombre de chômeurs, avec l'augmentation des prix, avec les menaces qui pèsent sur la détente et le cas échéant sur la paix. Vous croyez que c'est le moment pour un parti comme le nôtre de se consacrer uniquement à régler les problèmes internes pour savoir quel est son meilleur candidat? Bien entendu, cela devra se faire le jour venu, dans un délai raisonnable, que les instances dirigeantes du Parti Socialiste détermineront. Je ne suis pas mandaté pour vous en parler ce soir. Monsieur Mitterrand, les événements de politique étrangère... Je voudrais simplement vous dire, Daniel Brem, que je n'ai pas besoin d'autres qualifications
pour assumer mon mandat et ma mission. Je suis le premier responsable du socialisme en France et j'entends bien assurer cette responsabilité autant qu'il le faudra. Bon, alors, j'ai pas besoin d'autres petites qualifications. Je fais ce que j'ai à faire. Et je suis le premier responsable du Parti socialiste en France. Pour l'instant, cela me suffit. Nous verrons bien pour la suite. Ça ne vous embarrasse pas que M. Rocard reste silencieux? Je n'ai pas du tout l'intention de débattre avec vous de ces choses. Alors parlons du Parti communiste, par exemple. Oui, les événements de politique étrangère, effectivement, creusent le fossé entre le PC et le PS, notamment la non-réaction face à l'intervention soviétique en Afghanistan. Je pense en effet que le Parti communiste, en agissant ainsi, s'éloigne de plus en plus des bases sur lesquelles nous avons signé le programme commun de la gauche, dont le fondement même était le droit à l'indépendance nationale et le droit de chaque peuple de se déterminer lui-même. On a le droit d'être inquiet devant cette évolution d'un parti qui, après avoir fait l'effort en 1972 d'aller vers des définitions politiques acceptables dans une démocratie, semble aujourd'hui s'en éloigner. Alors, M. Mitterrand, vous n'êtes de ce fait plus le candidat de toute la gauche. Est-ce que vous n'avez pas tort de vous enfermer dans la stratégie de l'union de la gauche dont apparemment les communistes ne veulent plus? Mademoiselle, je ne m'entête absolument pas. Je vis avec mon temps, j'observe l'évolution des événements. J'ai constaté, comme beaucoup d'autres, que malheureusement pour notre peuple, le Parti communiste n'avait pas voulu, en 1978, que la gauche emportât la victoire. Depuis cette époque, les choses ont empiré, ses responsabilités se sont donc aggravées. Je considère qu'il appartient désormais au Parti socialiste d'assurer lui-même le mandat qui avait été confié à la gauche tout entière. Et pour cela, il faut que le Parti socialiste soit capable de dire oui quand il faut dire oui, de dire non quand il faut dire non, et d'abord au Parti communiste, c'est ce que je ne manque jamais de faire. François Mitterrand, je vous remercie d'avoir été notre invité pendant un bon quart d'heure ce soir, donc dans notre journal. Jean Matteoli pourrait reprendre ses fonctions à la fin du mois. Le ministre du Travail avait cessé toute activité il y a 40 jours après une affection cardiaque. Hier soir, pendant le journal, nous apprenions l'inquiétante augmentation du taux de radioactivité de certaines algues près de l'usine nucléaire de La Hague. Eh bien, ce soir, plus de détails. Aucun danger pour l'instant, dit la direction, pour l'instant, mais pour demain. Question de Philippe Dumez. Avec des rejets radioactifs répétés, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accumulation? Les rejets qui sont effectués par les installations nucléaires entrent dans le cadre des normes fixées par la réglementation de la santé publique. Dans le cas particulier, l'incident qui s'est produit à la suite des très fortes tempêtes, dont vous vous souvenez qu'elles ont déplacé des gros galets, par exemple, à Étretat, ont porté préjudice à la canalisation de rejet. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a simplement changement de l'emplacement du rejet en mer. Au lieu d'être rejeté loin en mer, le rejet se fait plus près de la côte, mais le contenu même des rejets n'a absolument pas été modifié. Et ça ne peut pas avoir de conséquences plus près de la côte que loin? Les mesures qui ont été faites, qui sont faites dans le domaine nucléaire à un niveau qui est très au-dessous de celui qui présente un risque pour la population ou pour les espèces animales ou végétales. De toute façon, les mesures qui sont faites à titre préventif. Et c'est bien, je crois, la caractéristique de la grande sûreté qu'on a en ce qui concerne la radioactivité, c'est que, contrairement à ce qui se passe dans d'autres domaines, on n'attend pas que le risque soit là. On fait des mesures très à l'avance, très en dessous, et dans le cas particulier, les résultats, les variations qui ont été mesurées ne sont significatives ni du point de vue sanitaire, ni du point de vue écologique. Il ne peut donc pas y avoir d'accumulation de radioactivité, disons, exceptionnelle? Pas d'accumulation à un niveau qui puisse porter préjudice à la santé ou même à l'équilibre des espèces. Si ça arrivait, qu'est-ce que vous feriez? Enfin, avec des si, vous savez, on peut faire des hypothèses. On peut faire rentrer le Paris dans une bouteille. Si ça arrivait, eh bien, des mesures seraient prises. De toute façon, actuellement, comme vous le savez, à titre encore de précaution, aucun rejet n'est plus effectué jusqu'à ce que la canalisation ait été réparée.
Jean-Marie Le Pen, président du Front National, inculpé de provocation à la discrimination raciale. À l'origine de cette inculpation, des affiches du Front National où l'on pouvait lire 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Réaction de Jean-Marie Le Pen, la mesure insolite dont je fais l'objet est de nature à mettre en péril les libertés politiques. Social, pas de rupture mais pas d'accord non plus dans le conflit des contrôleurs aériens. Après la réunion hier au ministère des Transports, un nouveau rendez-vous a été pris. Il y a 20 ans, mourait Albert Camus, l'auteur de La Peste et de l'Étranger, roulé dans une voiture qui allait percuter un platane près de Sens, dans l'Yonne. Le véhicule avait été entièrement pulvérisé. Philosophe, moraliste, écrivain tout court, Albert Camus est aujourd'hui aussi lu qu'avant sa mort, surtout par les jeunes qui apprécient dans son œuvre son goût pour la vie. Et je n'oublie pas que Albert Camus fut membre de l'équipe de combat. Je pense à lui en vous apprenant que François Dimanche va cesser de paraître. Lancé il y a 3 mois, François Dimanche, sans inquiéter, le journal du dimanche avait tout de même devancé par son chiffre de vente le Figaro dimanche. Sport pour terminer, reprise dimanche des compétitions de ski, 2 épreuves ce jour-là. Tout d'abord à Fronten en Allemagne de l'Ouest, la descente, et puis à Pralou, donc en France, la descente homme. Les Français n'ont jusqu'à présent guère brillé et maintenant, à quand même plus d'1 mois des Jeux Olympiques d'hiver de Lake Placid aux États-Unis, plus précisément le 13 février, on se pose beaucoup de questions. La Coupe du Monde de ski, en ce mois de janvier, amorce un virage décisif. Elle entre dans une 2e phase qui nous conduira aux Jeux Olympiques. Dans l'équipe de France, beaucoup de problèmes restent en suspens. Et le patron des équipes tricolores, Honoré Bonnet, a mis à profit ces quelques semaines de repos pour remettre de l'ordre dans ses idées. Chez les féminines, le rideau se lève dimanche en Bavière, au petit village de Fronten. La descente verra les débuts de Caroline Attia, rétablie après sa blessure à l'épaule survenue à Val d'Isère. C'est l'année des Jeux Olympiques. Enfin, tout le monde pense que les Jeux peuvent être considérés comme un but, mais finalement, ça sera une course comme une autre et je ferai le maximum, mais une course comme une autre. Caroline Attia ne semble donc pas particulièrement effrayée par la proximité des Jeux Olympiques. Dans les disciplines du slalom, Fabienne Serra devrait enfin éclater comme l'on dit. Vexée de n'avoir pu décrocher autre chose que des places d'honneur depuis le début de la saison, elle connaît la même motivation que la petite grenobloise Perrine Pellen ici, très brillante à Piancavallo. Et si du côté féminin on est plutôt optimiste, côté masculin en revanche, rien ne s'arrange. Honoré Bonnet a recherché de nouvelles solutions en compagnie de Patrick Russell ici, responsable des slalomeurs, et surtout de Jean Béranger. Jean Béranger a toujours dit qu'il ne fallait pas attendre de résultats dans l'immédiat, car cette équipe de France masculine a beaucoup travaillé sur le plan physique. Les éléments sont jeunes et le travail paiera plus tard. Ce n'est cependant pas l'avis de Jean-Pierre Soisson. J'irai à Pralou dimanche, où se tient une épreuve de la Coupe du Monde de ski. Je tiens à dire que si les skieurs français, les skieurs hommes, en descente notamment, ne manifestent pas leur possibilité de figurer en première série, eh bien, ils n'iront pas les Placides aux prochains Jeux d'hiver qui sont tout proches. Tout cela m'amène à vous parler de la météo, de la neige aujourd'hui sur le nord, l'est, le Jura, les Alpes et la Bourgogne. Sur le reste du pays, temps nuageux avec une hausse des températures. Pour demain, eh bien, ciel couvert dans l'est et en montagne avec de la neige au-dessus de 500 mètres. Un temps pas très réjouissant, vous le voyez, pour cette fin de semaine. Au prochain rendez-vous avec l'information, tout d'abord, ce soir à 22h55, le dernier journal présenté par Hervé Claude. Demain, samedi et demi, sera 20 ans après la mort de Fausto Coppi, consacré au cyclisme d'hier et d'aujourd'hui. Georges Bégou, Jean-Paul Olivier et Robert Chapat recevront pour en parler Louison Bobet, Raphaël Gimignani et Bernard Hinault. À 20h, le journal, présenté par Léon Zitrone, qui est déjà sur ce plateau pour se préparer à passer la nuit ici et être à votre compagnie donc à 20h, avec une édition spéciale dans ce journal, présentée par Jean-Pierre Elkabbach, qui est consacré à, et qui sera consacré à la détente en crise, ou la crise de la détente. En tout cas, les menaces de guerre inquiètent évidemment les responsables politiques, mais aussi les responsables des rédactions. Et puis, dernier rendez-vous que je vous signale d'ores et déjà, lundi soir, Question de temps, le magazine entièrement réalisé par des enfants d'un même lycée parisien. Ils ont entre 10 et 14 ans et ont imaginé tous les reportages que nous vous présenterons pendant presque 2 heures.
Et puis, puisque nous parlons d'enfants, une démarche que nous faisons rarement, mais pour aider les recherches, je vous montre la photo d'un petit garçon âgé entre 2 et 3 ans qui a été trouvé le soir du 1er janvier à Paris, dans le 18e arrondissement. Personne n'est encore venu le réclamer. Alors, si vous avez des renseignements sur sa famille, vous pouvez téléphoner au 354 13 32. Le numéro ne s'inscrit pas sur votre écran. Le voici, 354 13 32 ou bien 354 81 43. Voilà, ce journal est maintenant tout à fait terminé avec un tout petit peu de retard. Passez une excellente fin de semaine. Bonsoir, à lundi.